Sarah Roumette est journaliste. Elle vit à Berlin. Aujourd'hui, elle donne un bon conseil aux touristes en goguette à Paris. Imaginons que vous passiez un week-end à Paris et que vous soyez invité dans un restaurant très chic sur les Champs-Élysées, 10 avenue des Champs-Élysées. On peut toujours rêver. Bien sûr, vous savez grosso modo où se situe cette avenue. Tout le monde connaît ce que les Français appellent, avec la modestie qui les caractérise, la plus belle avenue du monde. Mais voilà, l'avenue fait 2 kilomètres de long. Où se situe le numéro 10 ? Près de la place de la Concorde ? Ou à l'autre extrémité, du côté de l'Arc de Triomphe ? Eh bien, rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin d'arpenter l'avenue au petit bonheur. Rappelons ici aux fidèles carambolingiens la numérotation pour le moins incongrue de certaines rues berlinoises. À Paris, c'est plus simple. En 1805, un décret uniformise la numérotation des rues. La ville adopte alors une numérotation alternée et croissante, les chiffres impairs d'un côté, les pairs de l'autre. Le système le plus répandu actuellement dans les pays européens, en fait. On appelle ça la numérotation séquentielle. Bon, mais tout ça ne nous dit toujours pas de quel côté se situe le numéro 10. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, c'est la Seine qui fait la loi. Comme le fleuve traverse la ville en son milieu, les urbanistes ont pensé que ça ferait un bon point de référence. La numérotation commence à l'extrémité de la rue la plus proche de la Seine. En tournant le dos au fleuve, le trottoir de gauche reçoit les numéros impairs et le trottoir de droite les numéros pairs. Donc, en ce qui concerne nos Champs-Élysées, il suffit de réfléchir une seconde ou de regarder un plan. L'extrémité la plus proche de la Seine se trouve côté Concorde. Je m'imagine le dos au fleuve, les numéros pairs sont à ma droite. Mon fameux numéro 10 se trouve donc quelque part par là. C'est simple et rigoureux. Mais j'entends déjà votre objection. Comment fait-on pour les rues parallèles à la Seine, comme la rue de Rivoli par exemple, qui longe le fleuve ? Eh bien, dans ce cas, il faut visualiser la carte de France et le parcours de la Seine. C'est l'extrémité de la rue, la plus proche de la source du fleuve, qui sera le point de départ de la numérotation de la rue. Les numéros impairs de la rue de Rivoli seront donc du côté gauche, donc de ce côté-là, et les numéros pairs de ce côté-ci, à droite. Mais là, c'est vrai, ça demande quelques solides notions de géographie. Revoilà notre ami berlinois amoureux des mots, Heinrich Schmidhenkel. Aujourd'hui, il nous emmène à un vernissage. Hier, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une invitation à un vernissage dans une galerie berlinoise branchée. Vernissage, ce mot qui désigne l'inauguration parfois assez snob d'une exposition d'œuvres d'art, est très courant en allemand. Le terme remonte au XIXe siècle et il s'emploie dans le contexte des salons parisiens. Salon signifie ici exposition d'œuvres d'art. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du salon d'automne. À l'époque, on peint surtout à l'huile. La veille de l'ouverture du salon, les peintres se réunissaient pour recouvrir leur tableau d'une couche de vernis. Ce mot « vernis », en allemand « Firnis », laisse déjà entrevoir le lien avec notre vernissage. Le vernis est une sorte d'enduit protecteur permettant de fixer la couleur et apportant au tableau sa touche définitive. Le vernissage, c'est donc littéralement le fait d'appliquer du vernis sur un tableau. Les peintres profitaient souvent du vernissage pour apporter les dernières retouches à leur œuvre. L'exemple le plus célèbre est celui du Britannique William Turner, qui retravaillait ses tableaux jusqu'à la dernière seconde. Le vernissage s'est vite transformé en un lieu de rencontre qui n'était plus le seul apanage des peintres. Les critiques et surtout les marchands d'art se rendaient au vernissage des tableaux afin de découvrir l'exposition avant le grand public. Le vernissage est ainsi devenu un événement social toujours très apprécié aujourd'hui, à tel point qu'on a créé un autre événement, le finissage, formé à partir du mot fin, histoire de fêter le dernier jour d'une exposition avec rafraîchissement et canapé comme il se doit.
Il n'y a pas si longtemps, les écoliers allemands n'apprenaient pas la même écriture qu'aujourd'hui. Écoutons Nicolas Obermann qui nous parle maintenant de l'écriture Sütterlin. Il y a quelque temps, j'ai rendu visite à ma mère en Allemagne. À mon arrivée, je la trouve en compagnie d'une amie qui se présente ainsi. Bonjour, je m'appelle Ingrid. J'étais à l'école avec ta mère, mais j'ai 5 ans de moins qu'elle. Ma mère est de 1933. J'en conclus que la dame est de 1938. Je comprends que cela a son importance lorsque ma mère me dit qu'elle traduit quelques lettres pour Ingrid. Ah, ma mère ne traduit pas une langue étrangère, elle traduit de l'allemand vers l'allemand. Eh oui, ma mère maîtrise le Sütterlin. Le Sütterlin est une écriture allemande. Vous connaissez peut-être l'écriture gothique appelée Fraktur. Le Sütterlin en est la forme manuscrite. J'entends déjà vos commentaires. Pas besoin d'un diplôme universitaire pour lire le gothique. Pour quelques fioritures, Vous avez raison, les lettres imprimées se déchiffrent assez facilement. Mais les lettres manuscrites, c'est une autre affaire. Vous ne me croyez pas? Voici quelques noms écrits en Sütterlin. Vous avez 5 secondes pour les reconnaître. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Voici la solution. Seine, Berlin, Stuttgart, Eurovision, Einstein, Marlène Dietrich. L'écriture Sütterlin s'appuie sur une écriture manuscrite qui a vu le jour au Moyen Âge, la Kurrentschrift ou écriture cursive. Elle se compose de minuscules gothiques un peu simplifiées qui sont reliées entre elles. à l'époque, la plume d'oiseau se prête particulièrement bien à cette écriture penchée composée de pleins et de déliés. En 1850, la plume en acier fait son apparition. Très vite, on constate que l'écriture cursive ne fait pas bon ménage avec ce nouvel instrument et qu'elle pose notamment des problèmes aux enfants qui apprennent à écrire. En 1911, le graphiste Ludwig Sütterlin est chargé par le ministère prussien de l'Éducation de remédier à la situation. Son écriture droite et chargée de fioritures, qui se généralise à partir de 1924 dans toutes les écoles prussiennes, respecte l'anatomie de la main de l'enfant. En revanche, elle n'est pas plus lisible que l'écriture précédente, bien au contraire. Les nazis abolissent l'écriture Sütterlin avec le gothique imprimé en 1941. Leur prétexte, elle aurait été inventée par les Juifs, ce qui est faux. En réalité, l'interdiction du Sütterlin a une raison bien plus pragmatique. Comment peut-on conquérir le monde si personne n'arrive à lire l'écriture du conquérant? Ma mère, qui est entrée à l'école primaire en 1940, n'a appris l'écriture Sütterlin que pendant 1 an. Mais ça reste un gros atout par rapport à Ingrid, qui ne peut pas lire les lettres que son père envoyait du front. Généalogistes, historiens, notaires, tous ceux qui travaillent avec de vieux manuscrits allemands sont confrontés à cette question du déchiffrage. Et oui, si les Allemands veulent se plonger dans leur propre passé, ils sont obligés, contrairement aux Français, de prendre un cours d'écriture. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où se cache l'indice aujourd'hui? Vous trouvez? Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Alors là, nous vous avons tendu un joli piège. C'est vrai, dans ce plan, on pouvait lire des mots allemands. Mais l'indice se cachait un peu plus loin. Derrière, c'était l'apostrophe rouge, le logo de la chaîne de supermarchés Monoprix. Nous étions donc en France.